Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez passé une bonne matinée? Jusque-là. Bon, si vous êtes là, c'est que est-ce que vous avez comme nous la conviction que l'agilité, c'est pas une ligne, le suivi d'un plan, et que tout ne se passe pas comme ça devrait se passer? Ok, donc on peut déjà démarrer la conférence. Alors, nous, ce qu'on vous propose, se tromper 9 fois, expérimenter 10, c'est de dédramatiser l'erreur, les dysfonctionnements, les mauvaises pratiques. Et de regarder ça plutôt comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des dysfonctionnements. C'est notre promesse dans cette conférence. Avec Alain, mon compère en échec. Moi, je suis Anthony. On se présentera après plus en détail. Et ça tombe bien parce que cette année, à Lyon, le thème, c'est expérimenter et apprendre. Ah, c'est bizarre, hein? Donc, merci aux sponsors. Parce que pas de sponsor, pas d'événement, pas d'événement, pas de conf, pas de conf. Pas de conf. Et pas d'expérimentation sur la prise de parole en public. Voilà. Et puis pas de public surtout. Donc les sponsors. Alors c'est un apprentissage. Pas préparer les slides trop à l'avance parce que quand les slides sponsors changent, on dit qu'on le fait puis on le fait pas. Donc vous avez 3 slides sponsors, mais ils le méritent parce que c'est un bien bel événement à Gillion. Alors, qui sommes-nous? Est-ce qu'on s'est placé dans le bon ordre, Alain, ton avis? Ouais, on a bon. Ouais, je me présente, je suis Anthony Pro. Je suis basé à Niort. Non, c'est pas New York. Hein. C'est Niort. Je travaille actuellement pour Neosoft. Je fais plein de trucs en heure, mais voilà, faut pas dire les trucs agiles, mais je fais plein de trucs en heure. Je suis un joyeux membre des équipes d'organisation de Bordeaux et de Niort. Et devinez où j'ai rencontré Alain? Je sais plus. C'est trop vieux pour mon petit cerveau. En plus, c'est un M&M's jaune, c'est important parce que le logo jaune a quand même une signification forte. Hein, c'est quand même un jardin avec un noisetier énorme. Okay. Moi, c'est Alain Delachaux. Donc, je me souviens plus quand j'ai rencontré Anthony, mais depuis, en fait, j'en ai marre. Voilà. Mais lui aussi. Donc, on y arrive quand même. Plutôt que de dire que je suis un truc en heure, moi, je préfère parler de valeur. Voilà, mon truc, c'est la valeur. Donc, je reste sur cette option-là. Je travaille pour Capgemini. Enfin, il me supporte, on va dire plutôt. J'habite à Bordeaux, je suis organisateur de plein de trucs, l'Agile Tour Bordeaux, le truc qui est à Niort aussi, le Piaf avec un de mes comparses qui est là-bas au fond, tout au fond, là, à côté du radiateur, Jean-Yves. Et puis prochainement, un truc qui va arriver qui s'appelle le PAF. On a enlevé une lettre, c'est pas la même chose. Et je vous inviterai à regarder ça sur le réseau social le plus utilisé dans nos métiers qui s'appelle LinkedIn et à regarder ce qui tourne autour du PAF. Et je suis aussi le M&M's Rouge. On est les pères fondateurs du mouvement M&M's. C'est un mouvement de revendication de rien du tout, mais on est là. Et c'est un plaisir. Et rouge, c'est bien sûr le fameux RAID, donc c'est les réunions efficaces et détendues. Voilà, donc contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis détendu ou pas. On passe au suivant? Non? D'accord, on passe pas au suivant. D'ailleurs, le suivant, je crois que c'est toi qui parles. Donc je te remets le micro. Alors, apprentissage par l'erreur. On peut remercier Alain pour les traductions. Il a fait l'effort de traduire tous les slides. Et donc, moi j'ai envie de vous poser la question. Qui parmi vous dans cette salle n'a jamais fait d'erreur, a marché du premier coup, sans tomber? Ceux qui ont réussi ça, levez la main.
Ouais. Ouais, ils sont connus sur la tête, donc il y a un problème de mémoire. Et donc, je voudrais vous poser la question. Alain, je vais te poser la question. Donc, avant de démarrer cette conférence, enfin, avant de rentrer dans le cœur de la conférence, j'aimerais vous poser 2 questions. Vous n'êtes pas obligé de nous répondre, mais quelle erreur que vous avez pu faire dans votre vie mériterait d'être encadrée? Un beau poster. Voilà. Et quelle erreur que vous avez pu faire, enfin, quel est le plus beau apprentissage que vous avez pu tirer d'une de ces erreurs? Ok. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on apprend mieux d'une erreur que d'une réussite? Alain, quand tu réussis quelque chose, ça t'arrive pas souvent, comme moi, mais quand tu réussis quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Non, mais quand tu réussis, t'es content. Puis après, tu passes à autre chose, très vite. Bon, maintenant, quand tu te plantes. Ouais. Et est-ce que tu regardes ce qui t'a amené à cette erreur, ou tu passes à autre chose? Oui, il faut faire un petit dialogue. Et donc, tu apprends plus. À votre avis, est-ce qu'on apprend plus en essayant de comprendre ce qui n'a pas marché, enfin, ou en réussite, où c'est une information, on a réussi, on passe? À votre avis? Ok. On prend pas le temps d'analyser un peu ce qui réussit. Ah oui, parce que forcément, il faut faire autre chose. Voilà. Parce que si c'est raté, on n'a pas le choix. Il y a quelque chose qui bloque. Et donc, là, on vous parle de l'importance de l'échec dans la croissance. Parce que, en préparant la conf, j'ai lu un truc, et c'est que, alors, je vous le résume, hein, c'est cerveau plus feedback, échec, information, cerveau plus feedback. Ça donne les conditions d'une croissance. Bon, il faut avoir un cerveau et un feedback. Donc, voilà. Et deuxième point, c'est que cette croissance, c'est pas une ligne droite. Et des fois, on va prendre des départementales, on va partir à gauche, à droite, on va faire demi-tour. On va prendre le terre-plein central, mais c'est pas grave. L'important, c'est de prendre en compte le retour de nos expérimentations. Et donc, cette petite plante qui grandit, là, au départ, c'était une graine. Et si on ne lui avait pas laissé le temps de se développer, si au moindre retard de croissance ou de retard de planning, on avait coupé, elle ne serait pas là. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on a le droit de prendre son temps, d'expérimenter, de se planter pour apprendre. Bon, si vous n'utilisez pas votre cerveau, vous êtes condamné à répéter tout le temps les mêmes erreurs. Bon, des fois, on vous contraint. Alors, pour continuer cette conférence, on vous propose, on vous partage une bonne nouvelle déjà. Alain et moi, on a été promus. On arrête le coaching agile.
des choses comme ça. On devient gardien de musée. Musée. Voilà. Donc on vous propose de parcourir avec nous. C'est un musée on vient de nous donner les clés. Hein. Ils ont sorti les archives il n'y a pas longtemps. Hein. Les dernières pièces ont été livrées hier soir, je crois. Ouais. Donc on vous propose de visiter ce musée avec nous. Mais je vous demande une chose. Regardez ces situations avec bienveillance. On a appelé ça le musée des horreurs agiles. Bon, des erreurs agiles qui est devenu horreur. Moi, je préférerais qu'on l'appelle le musée des apprentissages, des expérimentations agiles qui n'ont pas forcément réussi. Est-ce que vous venez avec nous dans la visite ? En même temps, vous n'avez pas le choix. On a fermé les portes, c'est bon. Donc, Alain, tu prends ton manuel de guide de musée ? C'est hyper important. Parce qu'il faut s'adapter à son public. Voilà. C'est important. Alors, je n'ai pas appris le manuel par cœur, mais bon, je vous propose de visiter ce musée comme Anthony vous le propose. C'est-à-dire que nous aussi, on est débutants, donc on ne connaît pas encore bien tout le pitch qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. L'idée, c'est vraiment de faire une belle visite de musée. Donc, comme vous voyez, voici à peu près le plan du musée. Tout est vraiment ciblé sur les gens qui financent le musée. Hein. Donc, en l'occurrence, ici, c'est les sponsors. Donc, on leur a réservé une salle en plein milieu, c'est important. Exactement. Donc, essaye d'appuyer plutôt sur les... Non, ça ne marche pas, je te rappelle. Oui. Voilà. On n'est pas encore rodé. Hein. Donc, on vous propose de visiter déjà la première pièce. La première pièce, elle présente une personne très très importante, le prédicateur. Donc, le prédicateur agile, vous l'avez jamais rencontré, bien sûr. C'est une vue d'esprit. On a un superbe artiste qui nous a proposé cette œuvre d'art. C'est une personne qui connaîtrait par cœur un framework, qui aurait passé 50 000 certifications et qui sait beaucoup mieux que vous ce qu'il en est sur la mise en place d'une transformation, sur un framework, etc. Et qui, de toute façon, sait, point, terminé. Et vous ne savez pas, donc faites ce qu'il dit et ne discutez surtout pas. Évidemment, vous ne connaissez pas ce genre de personne, ça ne vous est jamais arrivé, on est bien d'accord ? Il y a des gens qui ont déjà croisé ce genre de... Ah ouais ? Ouais, non. Ou qui l'ont été, parce qu'il y en a qui l'ont été. Hein. Ouais, il fut un temps, je crois que c'est arrivé à tout le monde, hein, plus ou moins. Voilà, donc peut-être qu'on peut se poser quelques questions par rapport à ça. Est-ce que tu veux... Oui, c'est vrai qu'on avait oublié cette petite animation. Hein. On est bien d'accord que la conséquence, il y a une petite rigidité. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que c'est une belle statue. Le prédicateur agile, ou le coach rigide, il est d'accord, enfin il prône l'auto-organisation, mais à condition que l'organisation soit celle qui donne. Il est pour que les gens pensent par eux-mêmes, mais comme lui. Voilà, sinon... Et donc, moi, ce passage, je l'avoue, j'ai été un peu comme ça. Hein, j'ai été un peu la police du Scrum, ou des choses comme ça. J'avais une tolérance à la déviance par rapport au Scrum Guide à peu près proche de 0. Et je l'ai été. Et une des choses qui m'a permis d'être moins comme ça, c'est le feedback de mes équipes. Petite anecdote, quand je virais un peu prédicateur, il m'appelait chef. Donc dès que j'avais du oui chef, un petit warning. Et c'était bizarrement dans des situations où pas le temps, stress, pression du management, et on revient à sa base, quoi.
Et je pense qu'on a tous un petit peu cette nature-là. Et faut faire. Enfin, c'est pas grave tant qu'on ne blesse pas les gens et qu'on prend conscience et on corrige. Ok. Donc, et au fait, quel était le besoin initial du coach agile? Pourquoi on a pris des scrums, des coachs? Est-ce que c'était pour aider les équipes à expérimenter de nouvelles façons de travailler par eux-mêmes? Selon vous. J'ai oublié le selon vous. Putain. Ouais. Et quand vous avez été confronté à un prédicateur, qu'est-ce qu'à votre avis, il a pu l'amener à être comme ça? Posez-vous la question. Si vous en croisez un, mettez-vous à sa place. Qu'est-ce qui peut l'amener à agir comme ça? Qu'est-ce qui peut... Ah, mais c'est aussi... Oui. La peur de l'échec. Est-ce qu'on tire un petit peu? Il y a la peur de l'échec, il y a la peur de... Il y a besoin de contrôle. Et vous, quand vous êtes confronté à un prédicateur, qu'est-ce qui vous amène tu l'as enlevé l'animation, à laisser faire? Ah. Bon, alors là, je vous présente une autre salle. On est sorti rapidement. Le chef de police produit. Alain, je te laisse nous présenter le chef de police. Moi, je suis le sachant. Donc c'est hyper important, j'ai révisé mon texte. Le chef de police produit, j'imagine que vous ne l'avez jamais rencontré. Souvent on l'appelle le product owner en chef peut-être, ou ce big product owner, ou le product master, product manager. C'est celui qui sait absolument tout sur le produit. Vous, il ne manquerait plus que ça, que vous ayez la moindre idée de ce qu'il faut. Et puis alors, ne parlons pas de l'utilisateur final. Celui-là, écoute, moi, mon truc, c'est exactement ce dont il a besoin, et s'il n'est pas content, en fait, il a tort. Hein, c'est bon, quoi. Tout le fonctionnel, tout ça, je l'ai bien en tête. Il n'y a pas de raison, aucune raison qu'on fasse autrement. C'est moi qui connais le produit. Je suis vraiment le propriétaire du produit. Et puis, alors surtout, ne venez pas me dire le contraire, hein, sinon ça va mal se passer pour vous. On a une photo en pleine action. On voit le pied d'un utilisateur qui dépasse. C'est très, 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 très efficace. Ça marche bien. J'imagine que même ce genre de personnage, vous ne l'avez jamais croisé dans votre vie. Vous ne l'avez peut-être jamais été. Si c'est le cas, c'est pas grave. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on apprend de ce genre de situation beaucoup de choses. Et peut-être que c'est pareil, on peut se poser les mêmes questions. Donc du coup, vous verrez, c'est assez répétitif notre texte, hein, parce qu'on n'a pas été très inventif. Donc en fait, il faut vraiment se poser la question de quel était le besoin initial derrière tout ça, selon vous. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'on réfléchisse un peu tous ensemble. Parce que nous, on a notre propre idée de ce qui peut être derrière, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui conduit quelqu'un à arriver dans cette situation-là, à dire, je sais, et toi, tu sais pas, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelles sont les croyances qui ont pu nous amener ici aussi, hein, ce qui a pu amener la personne à faire ça? Il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on en tire? Hein? Et qu'est-ce qui pourrait dire que ça marche pas? Hein? En quoi ça ne marche pas? Est-ce qu'il y en a qui ont vu des produits se faire avec des personnes comme ça et les produits fonctionner? C'est une vraie question. Moi perso, j'en ai vu. Ouais. Vous inquiétez pas, la caméra elle est tournée vers nous. Hein. Ouais. Oui, c'est ça, le produit fonctionne en dehors de l'intérêt de l'utilisateur. Ouais. Ouais, tout à fait.
Ouais, survivre. Ouais, tout à fait. Parce que des fois, les idées sont bonnes. Mm. Est-ce que c'est un problème pour l'organisation? Ouais, tiens, je te redonne. Est-ce que c'est un problème pour l'équipe? Ou est-ce que c'est un problème pour toi? Enfin, ou pour moi? Mais tant que l'argent rentre. Toute ressemblance avec ce qu'on a pu vivre est faite exprès. Alors je vous propose qu'on laisse notre chef de produit. Oui, alors c'est plutôt moi qui dis ça du coup, puisque c'est moi qui ai le micro. Ben, c'est comme tu veux. Donc on vous propose de laisser le chef de produit là où il est, de passer à la salle suivante, qui est une merveilleuse salle aussi, parce que vous doutez bien qu'on a préparé tout ça. Donc forcément, vous l'avez certainement croisé, vous l'avez peut-être déjà été vous-même, hein, c'est le Super Scrum. Je suis Super Scrum / Master Scrum Master. Je suis le maître de Scrum. Fermez-la, je sais. Vous avez un problème, je le gère. Vous n'avez plus de problème, je suis là. Arrêtez de réfléchir, il faut faire comme ça. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Même, vous avez un problème technique, pas de problème, je le gère. Attendez, je vais vous montrer comment on fait. Vous l'avez jamais croisé celui-là? Hein? Non, évidemment. Ah oui, il y a quelques personnes quand même qui apparemment l'ont croisé. Je comprends, ouais. C'est souvent le jeune Scrum Master, ça. Hein? Souvent, le débutant, il est comme ça. Ouais, c'est bon, je vais sauver le monde. Tadam! Aïe, un mur. Voilà. Bon, en général, il se prend un mur assez vite. Heureusement, son taux de survie est assez court, mais il y en a qui survivent assez longtemps. Voilà, exactement. Et du coup, comme Anthony aime bien me poser les questions, je vais lui passer la main et on continue. C'était quoi le besoin initial du rôle, auquel devait répondre le rôle de Scrum Master, selon vous? C'est un truc en heure, ça marche aussi. Ouais, ça c'est... Mais je crois que dans le Scrum Guide, il y a un truc qui dit qu'il est là pour aider l'adoption de Scrum dans l'organisation et dans l'équipe et dans l'organisation. Donc il est là pour aider. C'est pas un CRS. Ouais. Et qu'est-ce qui peut amener ce Scrum Master à agir comme ça? Allez. Là, tous les voyants rouges sont allumés. Mais qu'est-ce qui peut l'amener à être comme ça? Enfin, mettez-vous à sa place quand vous en croisez un. Mettez-vous à sa place. Et dites-vous, mais qu'est-ce qui peut l'amener à agir comme ça? Qu'est-ce qui peut le pousser à agir comme ça? Et pourquoi? Ouais. Merci. On n'a pas de M&M, sinon il aurait pu gagner un paquet. Là. Ouais, je vous propose. On va passer à la salle suivante parce que le temps passe et puis on va pas avoir le temps de toutes les voir et il y en a un sacré paquet. Hein. Ouais, bah vas-y, avance. On a prévu un gros backlog pour vous. Celui-là, vous le connaissez pas non plus, hein, le cimetière, backlog cimetière idée. C'est ah tiens, on pourrait faire ça, ouais. Ouais, puis ça aussi, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis encore ça, et puis encore ça. Ah tiens, j'ai eu une idée, il faudrait rajouter ça. Et encore ça. Et pourquoi pas ça?
Je crois que c'est une situation que vous n'avez jamais rencontrée non plus. Est-ce qu'il y en a qui l'ont croisé? Ah oui. Ouais, vous avez droit aussi. Hein, le backlog sans fin, le backlog infini, le backlog trou noir dans lequel on met des tonnes et des tonnes de choses et on ne sait même plus ce qu'on a mis. Hein, dans les cimetières, des fois, il y a plusieurs couches de tombes les unes sur les autres. Hein. On réutilise la tombe, on rajoute des trucs dedans. Ouais, si, partout, pareil. Maintenant, on incinère les tickets dans le backlog pour que ça rentre plus. Du coup, on ne sait même plus ce qu'il y a dessus. Ouais, dernier mot avant de passer aux deux questions. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que un backlog comme ça, c'est un endroit où on vient se recueillir sur les idées qu'on a eues mais qu'on ne fera jamais. Mais à la base, le backlog, il servait à quoi? C'est un outil. C'est un outil, le backlog. Et cet outil-là, il a été conçu pour servir à quoi? Moi, ce que j'en ai compris, c'est juste un tampon entre pour pouvoir mettre la différence de flux entre les idées des parties prenantes et la capacité de sortir ces idées par les équipes de développement. Voilà. Donc, et vous, est-ce que vous avez une autre définition du backlog? Voilà. Qu'est-ce qui a pu amener à ce que ça devienne une grande bibliothèque? Ça devienne un cimetière, à votre avis? Quelles sont les causes qui ont pu nous amener, qui ont pu vous amener ou amener les équipes à faire ça? Le au cas où? Pas dire non? Ouais. Et puis, moi, je vous partage un dernier retour d'une PO avec qui j'ai bossé il y a pas longtemps, qui dit, mais tu comprends, si c'est pas dans le backlog et qu'on me reproche de pas l'avoir fait, ben, ça pourrait me retomber dessus. Si c'est pas dans le backlog. Donc, c'est des trucs elle sait qu'on pourra pas faire, mais c'est dans le backlog pour montrer qu'elle y avait pensé. C'est pas mal, hein? Bon, je propose qu'on change de salle. La salle suivante est vraiment intéressante et je vous propose de vraiment la découvrir. Vas-y. Voilà, celle-ci, c'est le daily prescriptif. Ok, on vient au daily et puis on nous explique ce qu'il faut faire. Tiens, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Et puis on se préoccupe surtout que tout le monde soit bien occupé pour la journée, on ne sait jamais. Hein, et tous les jours. Et on ne se pose pas de questions. Puis il y a une variante. Ouais, c'est le délit où on parle des sujets. Attends, je vais lui faire, mais c'est pas grave. Vas-y, va faire l'animation. Moi, je me mets un peu loin. Voilà. Alors, le délit, il y a une autre variante du délit, c'est le délit où tout le monde se parle, mais personne ne s'écoute, et où on revit les mêmes situations de jour en jour. Ce qu'on appellerait un petit peu le délit de la marmotte, quoi. Là, c'est le jour sans fin. Et non, mais vous faites des fans de Bill Murray dans la salle? Voilà. C'est un jour sans fin, le jour de la marmotte. Voilà. Donc le besoin initial du délit, c'est quoi? Selon vous? Est-ce que c'est se synchroniser? C'est échanger sur ce qu'on fait, ce qu'on finit ensemble aujourd'hui? Voilà. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui a pu nous amener... Alors, qui est-ce qui a déjà vécu des délits prescriptifs? Qui est-ce qu'on a... Qui est-ce qui a laissé faire des délits prescriptifs? Ouais, vous êtes encore là? On passe à la salle suivante. Donc, je passe la main à mon collègue guide. Oui, parce que le temps passe et il va falloir qu'on accélère. Donc, on va passer à la salle suivante. La salle suivante est quand même exceptionnelle. Elle vous présente le développeur en I.
Le développeur en I, c'est le développeur qui n'est pas en T. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet animal-là, un peu bizarre, c'est « je connais mon truc, me faites pas chier, et les autres, ils ont qu'à se démerder. Hein, je suis l'expert, j'ai raison, puis je vois déjà pas pourquoi, je leur expliquerai, ils ont qu'à savoir. Et bon, je suis en vacances demain, rien à foutre. Vous vous démerderez sans moi, et puis ça attendra que je revienne. » Vous l'avez jamais croisé, celui-là? Qui l'a croisé? Ah, c'est marrant, hein? Voilà. Donc c'est le dev en I, il est superbe. Bon, on l'a mis de dos, pour pas qu'on puisse le reconnaître. Ah, il y a un côté anonyme, quand même, c'est important. C'est le côté chat anonyme, effectivement. Donc pareil, on pourrait se poser les questions dessus. Hein. Quel était le besoin initial? Quelles croyances nous ont amenés ici? Sauf qu'on n'a pas le temps. Donc on va passer à la suite. Ouais, parce qu'on a prévu plein de salles, mais voilà. Donc je vous propose de passer carrément à la suivante. Si vous voulez vous arrêter sur une salle, vous criez, vous levez les mains, vous applaudissez, vous faites ce que vous voulez. Je vous propose la suivante. Le camp boucle. Alors le camp boucle, il est merveilleux. On a un management visuel. Tout le monde le comprend. Il est clair, il est beau, il est superbe. Et il y a un workflow qui prévoit absolument tous les cas sans exception. Et bien sûr, tout ne bouge pas. On ne sait jamais, ça pourrait être intéressant. On le met à jour quand on y pense. Tous les cas de figure sont prévus, donc notamment le plus important, l'endroit où ça reste bloqué. Et une fois que c'est bloqué, on n'en a plus rien à faire parce que c'est bloqué, c'est pas notre faute. Donc on passe au suivant. C'est le camp boucle. Et parfois même, ça revient en arrière tout le temps. Ça y est, on a débloqué, hop, 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 on revient au début parce qu'il faudra faire un truc en plus. Et on repart, et on repart, et on repart. L'important, c'est que le process soit bien servi et qu'il soit bien administré. Et que le management ait du reporting. OK ? Ce camp boucle là, ouais, alors c'était quoi le besoin initial d'un management visuel de passer en flux tiré en Kanban? Moi généralement quand j'amène les équipes vers du flux tiré, c'est pour réduire le temps de traversée du ticket. Alors si vous m'entendez, il y a des managers dans la salle? Alors surtout, ne dites pas c'est une super idée, on va faire comme ça, on va regarder toutes les erreurs, non. Ouais, j'ai vu le nouveau framework SafeSet, la version 7 de Safe ou machin. Non. Et revenez pas pour ça me perturbe ce coup de micro là. C'est le manager Girouette, c'est le manager qui change de conviction comme le vent. Il va aller à un séminaire, il va voir le nouveau framework, enfin une nouvelle façon où il va rencontrer des coachs, et bien il ne va plus vouloir travailler qu'avec ses coachs. Là, ou avec cette façon-là de travailler. Et puis comme il va régulièrement au séminaire, ça change. Toujours, mais c'était quoi le besoin initial d'un manager dans une organisation agile? C'était quoi son rôle? Et il est là pour aider les équipes, les organisations qui sont devenues agiles pour les appuyer. Pas les appuyer, les noyer, mais les aider. Et leur donner un cap, une direction claire. Alors, toujours, qu'est-ce qui peut amener le manager à avoir cette attitude? Ouais. Est-ce que vous avez croisé des managers girouettes? Rappel. Ouais, je vois, j'observe. Moi. Mais ouais, c'est compréhensible, on est vachement clair. Tiens, alors. Ah, ça, c'est un manager girouette qui a pris de la hauteur. Le Chief Technical Product Officer. Chief Technical Product Officer. C'est le mec, il connaît le produit, la technique et il est chef. Donc, il vous explique ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et en plus, il vous explique comment il faut faire.
Et puis même des fois, il le fait à votre place. Moi, j'en ai croisé comme ça. J'ai croisé une fois un PO. Un soir, il s'est mis à faire un ticket que l'équipe n'arrivait pas à faire. Il l'a fait en 2 heures. Il est arrivé le lendemain matin en disant « Ah, je l'ai fait en 2 heures et en plus, moi, mais les tests, ils passent. » Bon, 15 jours après, il était parti de l'équipe. On se demande pourquoi. Mais j'imagine que vous ne l'avez jamais rencontré. C'est vraiment, il prend de la hauteur et puis il passe au-dessus de vous en gueulant. Ah, il gueule fort. Hein, parce qu'il a raison, de toute façon. Vous avez tort, il sait mieux que vous. Il y en a qui l'ont croisé, celui-là? Bon, moi, forcément. Hein, c'est marrant, hein? Donc voilà, vous avez une belle photo. Ouais, elle me fait kiffer, cette photo. Le rôle de CTPO, c'est pas forcément quelque chose d'inutile. Ça part d'une bonne idée. Avoir rassemblé la technique et le produit ensemble, pas dans la même personne, mais faire en sorte que la technique et le produit se parlent, c'est pas mal. Mais dans un collectif, plutôt que dans un rôle. Autant le PO, c'est pas un collectif, c'est une personne, c'est un rôle unipersonnel. Autant le CTPO, c'est mieux que ce soit que la technique et le produit soient dans la même pièce, quoi. Mais si possible, pas sur la même chaise. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut amener notre Chief and Technical Officer Product à être comme ça? Il y a aussi le manque de confiance, oui, effectivement, envers ses équipes. De toute façon, c'est tous des nuls, moi je sais. Bon, on va sortir de la salle. Il reste une dernière salle. Mais après, on va vous expliquer 2-3 trucs après quand même. On va pas vous laisser avec ces horreurs en tête. Vous avez faim? On peut faire un peu de rab? De toute façon, il y a la queue à la cantine. Donc, Alors, le Focus Factor. Alain, je te laisse parler du Focus Factor. Alors, le Focus Factor, pour faire vite, hein, c'est un truc qu'on utilise souvent pour gagner du temps. Le point jour homme. Puis s'il est à 1, c'est encore plus facile. Hein, vous l'avez jamais croisé celui-là non plus, hein? Qui l'a croisé? Ah, c'est marrant, hein? Voilà. Donc je crois qu'on n'a même pas besoin de se poser les différentes questions dessus, mais on voit bien quel est le biais, quelle est l'intention derrière. Ça rassure. Ok, c'est super. Ça permet de comparer les équipes entre elles. C'est super. Ah ben bien sûr, ça rassure le management. Et certaines équipes d'ailleurs, des fois, ils sont contents de l'avoir parce que ça leur permet de voir qu'ils sont meilleurs que les autres à côté ou plus mauvais. Parce que c'est important de se comparer les uns aux autres. On va plus vite. Donc voilà, on vous propose de passer plutôt à une question claire. Comment être sûr d'être une pièce de ce musée? Comment être sûr d'être dans ce musée? À coup sûr. Nous, on a plein de trucs. Et je vais passer la parole au grand maître S, pièce de musée. Alors, c'est des trucs. C'est pas la recette absolue, mais c'est pas mal quand même. La première chose, l'ouverture d'esprit est interdite. Vous savez. Et puis, écouter, questionner sans imposer aux équipes, c'est une perte de temps, et le temps c'est de l'argent. Et puis, voilà. Tu fais celui d'après ou je te... Alors soyez impatient. Ouais, vraiment, mettez pas j'ai pas le temps, et puis devant quand vous accompagnez des équipes, dans chaque résistance, il peut y avoir une peur, une contrainte, une histoire. Mais on n'a pas le temps. Allez, il faut que ça aille vite. Et surtout, soyez intransigeant. Premier qui fait une erreur, clac, sanction. Faut être intransigeant. Le droit à l'erreur, quelle horreur. L'amélioration continue, c'est pas pour nous. Et pour vous surtout. Vous vendez les principes d'amélioration continue, donc vous savez, vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Pas besoin de chercher de nouvelles façons de travailler.
Non, vraiment. Ok, ça c'est les 4 petits ingrédients qu'on vous propose pour être exposé, avoir une salle. Et d'ailleurs, les bons de souscription, on les donnera à la fin. Alors, je te laisse les usuels suspects, Alain, ou... Alors, les usuels suspects qu'on a pu trouver dans ces pièces de musée sont, pour nous, la recherche de contrôle. On vous propose, c'est des choses qu'on vous propose. Hein. La peur du conflit, l'absence de feedback réel, la confusion entre faire agile et être agile, et la posture du on sait déjà qui va bloquer l'apprentissage. Est-ce que vous avez d'autres causes à nous proposer? On est preneur. Hein. On va pas vous laisser sur ça. Merci à Alain pour la traduction. Tu fais le changement? Alors, pour changer, si jamais vous êtes enfermé dans une pièce de musée, comme là avec nous, luttez pas. Plus vous allez lutter, plus c'est les sables mouvants. Je sais bien qu'il n'y a pas de sable mouvant dans la région, mais des fois il y en a, quoi. Plus vous luttez, plus vous allez vous enfoncer, plus ça va être compliqué. Évitez les débats stériles. Reformuler, poser des questions ouvertes. C'est ce que je devrais faire avec Alain, mais j'y arrive pas. Parler impact, pas dogme. Souvent, quand vous êtes confronté vous êtes enfermé dans une salle de musée avec le CTPO par exemple un CTPO qui est convaincu au fond de lui-même qu'il a raison, c'est sa façon de voir les choses qui est la bonne. Essayez pas d'arriver avec vos croyances. Parce que tous les outils, tous les frameworks, globalement, c'est des croyances. On n'a pas de preuve scientifique de l'efficacité des méthodes dont on parle ici. Si vous vous confrontez de croyance à croyance, ça va être une lutte, un débat stérile et ça va rien apporter. Et le changement, il vient par intérêt. Pas par conviction. Montrer l'intérêt que peut avoir l'équipe, l'organisation, l'entreprise à changer telle ou telle pratique. Et des intérêts, si c'est des intérêts financiers, c'est un ROI à court terme et assez important. Faites appel à l'intelligence collective. Ne luttez pas tout seul. Ne luttez pas et surtout pas tout seul. Appuyez-vous sur votre équipe, votre communauté. Voilà, faites vraiment appel à l'intelligence collective. À Lyon, on sait que ça marche, mais ailleurs, ouais. Ok. Et la dernière, respirez. Vraiment. Fais gaffe, ouais, vraiment, le mot-clé, ça sert à rien de lutter. Et essayez aussi de vous mettre à la place de l'autre, que vous considérez comme une pièce de musée, ou de l'autre, ou de l'outil, du système, de l'organisation, bref. Observer le système, c'est déjà le changer. Et se poser, regarder les choses, c'est mon retour d'expérience. Ça a plus d'impact que d'essayer de lutter. Et puis, des fois, c'est pas une recette absolue. Hein. Des fois, shift happens. Les changements arrivent. Ouais, mais il y en a un qui suit. Et vraiment, je répète, c'est dans nos échecs que se situe que sont la clé de la réussite. Qui parmi vous, je le répète, a marché du premier coup? Et
quand vous croisez des personnes ou des pièces de musée, dites-vous que ce n'est pas forcément une erreur de leur part. C'est une étape dans leur chemin. On n'est pas tous à la même distance sur le chemin. On ne prend pas tous le même chemin, mais laissez-les faire. Une dernière chose avant de partir, imaginez une organisation qui a allumé toutes les salles. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que, à votre avis, elle fonctionne ou pas? Elle peut. Et est-ce qu'il n'y a pas des boîtes qui faisaient tout bien et qu'on fait faillite? Donc, est-ce que c'est grave de se tromper? Et qu'est-ce qui est le plus grave? De se tromper et d'avancer que de rien faire? Comment? J'ai plombé l'ambiance. Oui, mais comme je dis, de rien lancer comme apprentissage, comme expérimentation. Voilà. En tout cas, moi, on vous remercie pour le moment. Ah, mais c'est vrai. On est obligé. Voilà, les animations. On compte sur vos rôtis. Citation de la keynote de Maxime Bonnet la semaine dernière à Lille. Voilà, on vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le rôti est affiché. Et puis merci à Gilles Lyon de nous avoir invités ici, même si peut-être qu'il le regrette maintenant, mais c'est fait.